Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ces rencontres nationales de l'habitat. Rappelez-vous, l'année dernière, tout laissait à penser que nous entrions dans une période de stabilité. Et l'actualité est venue rebattre les cartes avec l'arrêt momentané de ma prime rénov et une promesse de reprise dans l'automne. Alors j'ai voulu comprendre ce que cela signifiait concrètement pour vous, sur le terrain comme au siège, comprendre comment cela vous impactait, comment chacun vivait cette période, quelles questions se posent. Et c'est une manière pour moi, cette immersion, de prendre le pouls avant d'en discuter plus concrètement dans cette salle avec vous. Allez, je vous emmène. On est arrivé à bon port. Et nous voici dans le CFR de Strasbourg. Bonjour madame. Ça fait partie de ce qu'on appelle les travaux induits. Bonjour tous les trois. Bonjour Fanny. Salut Fanny. Bonjour Fanny à Strasbourg. Merci de m'accueillir. Bienvenue. Je propose qu'on aille s'installer, ça sera plus confortable pour discuter. Merci. Par ici. J'ai cru comprendre que l'année avait été chahutée, ça a été une sacrée année quand même. Sur le territoire de l'Eurométropole, ce genre d'annonce, de ce qu'on appelle dans le jargon ANA le stop and go, Oui, ça a pour effet d'instabiliser toute la chaîne en fait. Les ménages donc, qui n'osent plus forcément se lancer dans de la rénovation d'ampleur, les professionnels aussi, que ce soit les artisans, voilà, les accompagnateurs rénov, qui est une profession quand même assez récente, qui là un peu est mise en suspens aussi avec ce coup d'arrêt. Ça impacte vraiment tout l'écosystème de la rénovation. Et surtout, les gens essayent de trouver une manière de rénover avec moins de moyens. Et du coup, voilà, on fait moins d'isolation, on installe plus facilement du chauffage et on sait très bien que c'est pas comme ça qu'on fait quelque chose de performant. Et aujourd'hui, quel est le sentiment qui domine? Énorme frustration. Et moi j'ai le sentiment que la catastrophe dans laquelle on s'est précipité aurait largement pu être évitée. Et sur le terrain, ça vous met dans quelle position face aux ménages, face aux professionnels? On apprenait les infos au journal télévisé comme tout le monde, voire parfois après les ménages, ce qui nous met quand même en porte-à-faux et dans une situation très inconfortable face aux ménages pour on ne savait plus quoi leur dire. Mais il y a eu parfois des débordements, des menaces au téléphone, des écrits vraiment complexes à gérer. Et quels éléments positifs retenez-vous malgré tout? Je pense déjà juste à la lutte contre la fraude. Je trouve que ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement positif. La force d'un réseau aussi, alors que ce soit nous en tant qu'équipe, le réseau à l'échelle de la région Grand Est, le réseau France Rénov, qui est aussi une force et qui nous permet aussi de se soutenir les uns les autres et de partager les informations. Ça nous a permis aussi un peu toute cette période un peu compliquée finalement de resserrer un peu les liens avec la collectivité, de se serrer un peu les coudes. Les rencontres nationales de l'habitat, c'est un moment important de l'année où tout le réseau est réuni. Vous attendez quoi de ce moment-là? On espère être entendu et pas juste écouté, puis surtout qu'il y ait des vraies actions derrière, concrètes, qui vont dans le sens de la rénovation performante. Garder quand même un peu d'espoir pour la suite et qu'on arrive à trouver des moyens en 2026 pour pouvoir faire quelque chose de qualitatif, de performant, avec une meilleure communication. On l'a bien entendu, l'année a été éprouvante vraiment pour tout le monde. De la frustration, des moments difficiles et aussi beaucoup d'adaptation. On va aller voir à Paris comment tout cela est géré au siège. Alors ils sont où? Et bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, merci. Ben oui, je reviens de l'espace conseil de Strasbourg. L'année, elle n'a pas été facile pour eux. Et je me demandais comment au siège, vous l'avez vécu? Écoute, oui, c'est vrai que cette année est vraiment une année très atypique, difficile. On a eu beaucoup de rénovations d'ampleur en réalité en 2025, encore plus qu'en 2024. Les gens ont vraiment compris tout l'intérêt de rénover. Et puis, il y a eu aussi la pause de ma prime rénov. Ça aussi, ça a été une épreuve à gérer. Alors c'est sûr que pour nous aussi, ça a été un moment difficile, cette fermeture des plateformes. Donc on comprend bien que pour tous nos collègues en espace conseil, en service instructeur, chez les accompagnateurs, c'est vraiment difficile parce qu'ils sont complètement au contact des Français, des ménages qui sont engagés dans la rénovation. Et aussi, il y a beaucoup de questions qui arrivent aussi directement des usagers qui nous sollicitent en direct, des professionnels en difficulté. Ils essaient de trouver des réponses. Et là aussi, il faut qu'on les rassure. Et l'essentiel, voilà, c'est de dire que la rénovation, on en a tous besoin. Ça, on en est tous convaincus. Il faut qu'on avance ensemble. Ce que j'ai ressenti également, c'est cette difficulté de gérer ces règles du jeu qui évoluent constamment. C'est parfois difficile à expliquer aux ménages et aux professionnels. Très compliqué.
Voilà, pour gérer pour l'ensemble des équipes de l'agence, parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de sollicitations des espaces conseillers France Rénov, des services instructeurs qui s'interrogent, ils écoutent des choses dans la presse. On n'a pas toujours les bonnes réponses à apporter, mais on essaye de leur dire ce qui est vrai, ce qui est faux, pour les rassurer, pour leur dire on est un peu tous dans le même bateau. Comment vous envisagez début 2026 ? 2026, forcément, les difficultés ne vont pas disparaître du jour au lendemain. On aura certainement d'autres imprévus parce que on a vu que ça devait être une année stable et finalement on a eu des surprises. À la fois on a des besoins forts de rénovation énergétique, on aura des contraintes budgétaires, c'est vrai, mais on maintient le cap. Je dirais dans l'histoire de l'agence, je suis un ancien d'agence, il y a toujours eu des hauts, des bas, mais finalement on a toujours réussi à évoluer, à s'adapter, à trouver des réponses. On lâche pas l'affaire. On lâche pas l'affaire. Et on maintient le cap. Merci à vous deux. Au cours de cette enquête de terrain, je suis allée à la rencontre de conseillers France Rénov qui agissent activement pour améliorer la qualité de vie des ménages. Je suis allée aussi au siège de l'ANA, rencontrer des équipes activement mobilisées, elles aussi, pour assurer la continuité et le bon fonctionnement de France Rénov. Et ce que j'ai compris et ce que j'ai pu ressentir, c'est des difficultés, de la frustration, des désaccords parfois face à une année que tous m'ont décrit comme compliquée. Mais ce qui ressort aussi et ce qui est prégnant, c'est la profonde détermination et l'engagement au quotidien des personnes qui travaillent pour que les Français puissent vivre mieux chez eux. C'est pourquoi, cette année encore, je suis heureuse et honorée d'animer vos rencontres nationales de l'habitat privé. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je suis très heureuse d'être ici une nouvelle fois, pour la 3e fois je crois, pour animer vos rencontres. C'est un temps fort qui réunit pas mal de monde du réseau. Je crois que la jauge est de 1300 personnes. Là, vous êtes 1300 dans cette salle. Et je crois qu'il y a aussi autant de personnes qui nous écoutent en ce moment même en distanciel. Alors merci beaucoup d'être si nombreux malgré tout, car au vu de ce contexte chaotique, on aurait pu s'abstenir. Je veux dire par là qu'on aurait pu faire l'impasse cette année et on aurait pu prendre la décision de ne pas se voir. Mais je vais vous dire, et je vais être honnête avec vous, il n'en a jamais été question. C'est un scénario qui n'a même pas été envisagé. Pour l'ANA, il y a... on ne met pas les difficultés sous le tapis, il n'y a pas d'esquive possible. Et je vais même vous dire une chose, je crois que c'est même tout le contraire. Je crois que se retrouver aussi et faire réseau compte plus que tout. Donc c'est évidemment un plaisir de se retrouver aujourd'hui, mais je crois aussi, dans un même temps, une nécessité. Alors, l'objectif de ces rencontres, c'est aussi peut-être de crever des abcès s'il y en a, d'éclaircir les zones d'ombre pour éviter les malentendus, les incompréhensions, les extrapolations aussi, et puis aussi et surtout vous donner cette liberté d'expression, vous donner la parole, vous laisser l'opportunité de vous exprimer, d'échanger et de répondre à toutes vos questions évidemment, et on le fera et on prendra ce temps amplement, largement. Je vous rappelle simplement une règle du jeu, elle est basique cette règle, c'est le respect mutuel, tout simplement. Il n'y a pas autre chose à dire, c'est vraiment la garantie d'avoir des échanges de qualité. Alors je vous souhaite évidemment pour ces rencontres des bons moments pour ces 2 prochaines journées, un dialogue franc et constructif dans cette belle ville de Strasbourg. On est très reconnaissant d'ailleurs que cette ville européenne nous accueille aujourd'hui. On va accueillir sur scène dans quelques instants Suzanne Broly, qui est vice-présidente en charge de l'habitat ici à Strasbourg Métropole, et elle va monter sur scène accompagnée de Thierry Repentin, qui est le maire de Chambéry et le président de l'ANA. On vous accueille tous les deux au pupitre. Monsieur le Président de l'ANA, Thierry Repentin, Madame la Directrice Générale, chère Valérie Mancret-Taylor, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants de l'État, chers partenaires, chers collègues, Mesdames et Messieurs, bienvenue à Strasbourg.
Je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ici au Palais de la Musique et des Congrès, car nous sommes dans un quartier en pleine mutation, à cheval entre deux quartiers. Un ancien quartier qui vient d'être classé aussi au patrimoine de l'UNESCO, la Neustadt, aménagée sous l'Empire allemand, et le quartier devant le Parlement qu'on a baptisé Archipel, qui doit allier à la fois performance environnementale, performance sociale et sociétale. Et l'objectif, c'est d'avoir un site vitrine de ce savoir-faire et de montrer que c'est possible. Mais nous sommes aussi dans la ceinture verte de Strasbourg, l'ancienne ceinture de fortification qui aujourd'hui, on souhaite que ça soit notre bouclier bioclimatique. Et jour après jour, on tente de reconquérir la nature, de renaturer ces espaces pour que chaque Strasbourgeoise et Strasbourgeois ait un espace de nature à proximité de chez lui. Alors, en tant qu'adjointe de la ville de Strasbourg en charge de l'urbanisme et des espaces verts, mais également en tant que vice-présidente de l'habitat et du foncier à l'Eurométropole, je suis persuadée qu'il ne faut pas opposer les deux. Ce sont des objectifs que nous devons concilier. Répondre aux demandes de logement, aux besoins de logements abordables, dignes, décents et de qualité, tout en limitant l'artificialisation des sols et en favorisant la nature en ville, car ils permettent d'affronter le défi climatique et d'améliorer la santé des habitantes et des habitants. En somme, il s'agit de faire de la ville résiliente, celle qui permettra à chacune et chacun de trouver sa place dans la ville aujourd'hui et pour les décennies à venir. En tant qu'acteur de l'habitat privé, je sais que je n'ai pas besoin de vous convaincre, car vous êtes déjà toutes et tous des experts et pratiquants du bâti existant, du recyclage urbain et de la rénovation, et de toutes les actions qui contribuent à améliorer le logement. Je vous sais convaincu que le logement, lorsqu'il est porté dans le cadre d'une action et d'une politique globale forte, il devient un bouclier social et écologique pour les habitants. Avec vous, nous réparons la ville. Heureuse donc d'ouvrir ces rencontres de l'habitat privé aux côtés de l'Agence nationale de l'habitat, que je remercie chaleureusement et qui seront, je l'espère, une contribution à cette ambition. Évidemment, je ne vais pas passer sous silence certains points. Ces rencontres s'ouvrent dans un contexte particulier, mais de moins en moins inédit. Alors que la crise du logement s'aiguise d'année en année et que la conjoncture immobilière s'affaisse, l'incertitude politique nationale, déjà présente l'année dernière, s'est encore accentuée et nous plonge véritablement dans l'inconnu. J'adresse bien entendu mes vœux républicains de réussite au nouveau ministre du Logement qui est actuellement à son premier Conseil des ministres, un de plus depuis mon élection en 2020. J'ai arrêté de compter. Je ne vais pas commenter le feuilleton gouvernemental car vous le connaissez, mais comme nous le craignons, les répercussions sont déjà là et aucun territoire n'est exempt. Elles sont extrêmement concrètes sur notre activité en tant qu'élus, agents ou professionnels, alors qu'elle devait pourtant monter en puissance. Nous en avons eu l'illustration caricaturale cet été avec la réouverture du guichet MaPrimeRénov', qui a été extrêmement délétère non seulement pour l'image du secteur dans son ensemble auprès du public, mais aussi sur les résultats effectifs sur les travaux réalisés. Notre agence du climat, et vous l'avez entendu juste avant, que je salue et qui est présente dans la salle, note une baisse de moitié des contacts depuis la pause de cet été, avec une tendance des ménages à se recentrer sur des travaux moins ambitieux, voire plus du tout de travaux. Je le dis absolument sans incriminer ni l'ANA, ni les services locaux de l'État, ni même le ministère du Logement, car vous avez tous et toutes dû vous adapter tant bien que mal à cette situation de crise et qu'on ne parvient pas à résoudre. Mais nous avons besoin de vous, nous avons besoin de l'agence et de chaque échelon pour comprendre et relayer les difficultés, qui valent ici pour Strasbourg, mais qui sont partagées par l'ensemble des territoires. Alors, quelles sont-elles ? C'est avant tout, en premier lieu, une question budgétaire. Nous ne pouvons tout simplement pas répondre aux objectifs et aux orientations nationales avec les moyens alloués à l'heure actuelle. En l'état, les dossiers s'accumulent, les ménages sont en attente et les projets de travaux à l'arrêt, voire même parfois annulés. Et pas uniquement MaPrimeRénov' parcours accompagné, sur laquelle je ne reviens pas. Sur l'Eurométropole de Strasbourg, il manque 3,5 millions d'euros pour 336 dossiers pour lutter contre l'habitat dégradé et l'accompagnement des copropriétés. Et ce, malgré le travail de la DREAL pour trouver les moyens de la péréquation régionale, sans pouvoir satisfaire tout le monde pour le moment. Ensuite, sur les fraudes. Depuis l'arrivée des nouveaux mares, mon accompagnateur Rénov', si l'ANA a pris le sujet à bras-le-corps pour suspendre les mares suspects de notre territoire, ce qui est positif, bien sûr, nous avons besoin d'une réactivité accrue, voire de l'attitude laissée au local pour pouvoir empêcher plus rapidement les acteurs malhonnêtes de faire des dégâts.
Et sur notre territoire, plus de 500 000 € de subventions sont encore en attente en raison d'un signalement en cours. Enfin, de nombreux défis opérationnels ont dû être relevés et sont toujours d'actualité dans les territoires, y compris à Strasbourg, notamment en matière de transformation des métiers du délégataire des aides à la pierre. De nouvelles compétences sont désormais nécessaires pour instruire les dossiers, plus longs et plus complexes qu'avant, soit autant de temps et de moyens complémentaires à mobiliser en interne que les crédits d'ingénierie de l'ANA ne prennent pas en compte dans les dotations actuelles. Ce n'est pas un réquisitoire, c'est un partage lucide de nos inquiétudes sur le terrain qui, je l'espère, seront comprises, écoutées, entendues et qu'elles trouveront matière à échanges constructifs, voire à de premières réponses élaborées ensemble dans le cadre de ces journées. On en oublierait presque que l'année 2024 a été, pour nous, une année de tous les records. 1800 logements rénovés grâce à l'ANA, tous programmes confondus. 27 millions d'euros de dotation de l'ensemble des crédits et l'ensemble des crédits consommés. 45 millions d'euros de travaux générés bénéfiques pour l'économie locale, soit une progression des agréments de plus de 70% en 2 ans. Une performance incroyable. Nous adossons au programme de l'ANA nos propres aides supplémentaires et notamment depuis l'année dernière, une aide universelle à la rénovation énergétique, complémentaire aux aides régionales et nationales qui a provoqué un véritable effet levier sur notre territoire ainsi que de nombreux partenariats. Un vrai travail d'équipe. Nous arrivions avec cette aide enfin universelle à mobiliser l'ensemble des propriétaires privés pour qu'ils s'engagent dans la rénovation de leur patrimoine et lutter contre le risque de vacances énergétiques. Je veux donc rester optimiste et retenir que cette belle dynamique est encore possible et nous projeter collectivement dans l'avenir. Certes, sur l'Eurométropole, il reste près de 30 000 passoires énergétiques à rénover. C'est un défi, mais c'est aussi une formidable opportunité pour l'activité économique locale, la baisse des émissions de gaz à effet de serre et une réponse concrète aux besoins de logements dignes et durables. Ainsi, malgré les contraintes, et je le dis avec conviction, nous restons partenaires et pleinement volontaires pour déployer France Rénov' et le service public de la rénovation de l'habitat. Nous souhaitons continuer et y prendre toute notre part, car l'échelon territorial continue d'être indispensable et complémentaire pour coordonner les différentes politiques publiques, que ce soit en matière d'habitat, de climat ou de soutien à la filière. Et nous avons la responsabilité collective d'être à la hauteur pour répondre à l'urgence climatique et sociale. Alors souhaitons-nous collectivement que ces rencontres restent un temps de respiration positif, qui remettent du lien et de la motivation pour l'ensemble des participants à ces journées, et un temps propice au partage des idées et des sources d'inspiration entre tous les acteurs de la chaîne, notamment les visites organisées en lien avec les équipes strasbourgeoises que je salue. Je formule enfin le vœu que ces 2 jours n'obèrent pas les sujets passés au second plan ces derniers temps et qui restent tout aussi importants. L'adaptation des aides aux risques climatiques, la politique de propriétaires bailleurs, la lutte contre la vacance qui me tient à cœur en tant que présidente de l'association Agir contre le logement vacant, et toutes ces initiatives qui nous permettent de mobiliser le parc privé pour répondre à la fois aux besoins de logements dignes mais également aux besoins de logements abordables. Ce qui fait l'intérêt et l'ADN des rencontres de l'habitat privé, c'est bien la dimension prospective et proactive sur l'ensemble des sujets qui nous animent. Et c'est fort de ces témoignages et du partage de nos convictions que nous serons élus, professionnels, experts, à même de porter des politiques fortes, d'interpeller et d'amplifier le mouvement de façon irréversible. Un grand merci d'être venu à Strasbourg et je vous souhaite des journées fructueuses. Et je vous encourage à revenir encore et surtout à ne pas perdre espoir. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Suzanne Broly d'avoir partagé, déjà de votre accueil et d'avoir partagé avec nous vos réussites, mais aussi vos inquiétudes et vos espoirs. C'est à présent à Thierry Repentin de prendre la parole. Bien, Madame la vice-présidente et maire adjointe de Strasbourg, merci pour votre accueil. Mesdames et messieurs, et pour beaucoup d'entre vous, chers amis,
c'est avec beaucoup de plaisir que j'ouvre aujourd'hui à Strasbourg cette nouvelle édition des rencontres nationales de l'habitat privé. Et pour être là ce matin, j'ai pris un avion pour être sûr de ne pas rester bloqué dans un TGV, comme la dernière fois que vous m'aviez invité à dialoguer avec le personnel de l'agence. Dans un contexte politique et institutionnel que l'on connaît, qui nous impacte toutes et tous et qui crée tant d'incertitudes, tant de lassitude, tant d'inquiétude, il est une chose qui demeure certaine, plus que jamais, nous avons besoin de nous retrouver et de nous serrer les coudes. Nous retrouver pour partager les difficultés rencontrées au cours de cette année éprouvante, à plus d'un titre. Et je vous le dis, elle l'a été pour tous. Nous retrouver pour partager le sens de nos missions, garder confiance en la qualité de notre intervention et être fiers de la finalité de notre action. C'est ce que j'aime à partager avec les ministres successifs du logement. C'est ce que je ferai avec le nouveau ministre du Logement, M. Jeanbrun, à supposer qu'il soit là encore dans quelques jours. Le dernier qui est resté, 14 heures, c'est pour les cuisiniers, c'est 2 fois la cuisson d'un gigot de 7 heures. C'est quand même assez peu, en tout cas pour mener une politique et pour en impulser une nouvelle. Mais ceci étant, je voudrais dire un petit mot de remerciement, néanmoins, à l'égard de Valérie Létard. Nous sommes souvent confrontés sur les bancs du Parlement, mais c'était une des rares ministres du logement que j'ai vu passer qui avait une vision complète de la chaîne du logement. Elle ne stigmatisait pas tel ou tel segment de la politique du logement comme certains le font par facilité pour se dédouaner de leurs propres responsabilités. Elle était combative à l'intérieur du gouvernement, y compris quand son ministre de tutelle ne l'était pas lui et ne lui apportait pas le soutien dont elle aurait eu besoin. Je suis sûr que si elle avait été encore en fonction, elle aurait été là, elle, aujourd'hui. Donc je voulais aussi la remercier pour le combat qu'elle a mené pour nous permettre d'avoir encore des moyens pour mener nos combats communs. Nous retrouver aussi tout simplement pour faire réseau. Traverser ensemble cette période, en sortir plus fort parce que soudés, plus fort parce que conscients du rôle de l'habitat dans la cohésion sociale et territoriale de notre pays, plus fort parce que mobilisés pour défendre ce que nous avons construit au bénéfice des ménages. Et si certains, peut-être parmi vous, pouvaient craindre que l'on élude les difficultés pendant ces 2 jours, la petite vidéo d'introduction donne le ton de ces rencontres. Franchise, transparence et respect. Alors moi, je vais être franc et transparent. L'année dernière, nous nous réjouissions de la stabilité annoncée du régime d'aide et des parcours de rénovation pour les mois à venir. Force est de constater que cette stabilité fut vraiment de courte durée. Cette année, la notion de résilience d'un dispositif que nous avons œuvré à construire collectivement sera au cœur de nos échanges et de l'exercice de nos missions dans les prochains mois. Avec un gouvernement tout juste remanié et un budget 2026 qui sera bientôt discuté au Parlement, cette édition des rencontres ne pourra évidemment pas vous apporter, nous apporter toutes les réponses aux questions légitimes que vous vous posez tous sur les modalités d'intervention en 2026. Tout au plus, pouvons-nous partager que le modèle que nous avions imaginé en 2024 autour de la refonte des aides à l'amélioration de l'habitat pour accompagner une très forte montée en puissance des projets est percuté par le contexte que notre pays traverse. La planification écologique avait programmé de fortes croissances. La situation budgétaire de notre pays oblige à la revoir sans pour autant la mettre de côté.
L'État a investi des moyens considérables sur cette politique publique. Il doit s'adapter au contexte. Nous prenons notre part et ajustons nos missions en conséquence. Pour autant, le virage qualitatif des rénovations est désormais une réalité qui s'observe dans tous les territoires et quels que soient les dispositifs. Nous rénovons plus et mieux aujourd'hui qu'en 2020 et je crois sincèrement qu'en 2026, sous réserve que le budget de la nation soit au rendez-vous, nous rénoverons autant et aussi bien qu'en 25, mais cet optimisme ne saurait dissimuler la difficulté que nous rencontrerons dans l'exercice de nos missions. Nous sommes le service public et nos missions sont difficiles et exigeantes. Pour autant, il faut que nous soyons fiers de ce qui a été réalisé depuis 5 ans par notre agence. Nous avons réussi à convaincre que la rénovation du parc existant était une priorité dans un pays où la politique du logement a longtemps eu pour boussole la construction neuve, que l'accélération de la rénovation des logements ne pouvait passer que par un accompagnement de qualité des ménages. Le réseau France Rénov' est désormais structuré. Il est maintenant bien connu des Français et son maillage territorial est quasiment finalisé. Songez seulement qu'en 2022, il y a à peine 3 ans, quand nous avons créé France Rénov', il y avait 350 espaces conseils et 800 conseillers. Aujourd'hui, nous en avons 2700 répartis dans 600 espaces conseils. Grâce à votre mobilisation, nous faisons la démonstration qu'il est possible de créer une dynamique autour des rénovations globales pour accélérer la transition écologique et énergétique des logements, sans négliger les parcours monogestes sous réserve qu'ils soient sécurisés. Qu'il est possible de convaincre nos seniors d'adapter leur logement le plus tôt possible pour pouvoir vieillir mieux dedans. Qu'il est possible de venir à bout de l'habitat dégradé pour améliorer les conditions de vie de nos concitoyens. Qu'il est possible, enfin, de rénover les copropriétés et d'agir avec force pour casser la spirale de la dégradation, du décrochage de nos quartiers populaires et de nos centres anciens. C'est un fait. Les aides à l'habitat privé n'ont jamais été autant sollicitées sur l'ensemble des dispositifs de l'agence. C'est grâce au travail que vous réalisez sur le territoire national. Cet effort, mesdames et messieurs, doit s'inscrire dans le temps long. Il mobilise l'ANA depuis 1971 et va encore nous mobiliser pour les décennies à venir, dans des proportions plus importantes que jamais. Des millions de Françaises et de Français l'ont compris, la dynamique est lancée. Quel que soit le contexte, malgré les aléas, malgré les incertitudes, notre engagement pour le service public de la rénovation de l'habitat est déterminant, doit le rester. Je le repartage, c'est difficile, mais qu'est-ce qui ne l'est pas dans cette période? Notre priorité doit donc être de protéger cette expertise au service des collectivités, de nos concitoyens. Cette ingénierie technique, financière, qui permet de sécuriser les parcours sera au cœur de la réussite sur le long terme. Je ne nie pas, loin de là, les difficultés de vos structures qu'elles traversent et qu'elles vont traverser sur le terrain. C'est la même chose pour les collectivités. Il faut continuer d'y répondre avec une offre de service à adapter pour le rendre notamment moins dépendante à l'instabilité budgétaire, pour mobiliser l'ensemble des leviers permettant aux ménages de faire aboutir leurs projets de rénovation. Face à cette attente très forte des Françaises et Français, la qualité du conseil, de l'accompagnement des ménages est au cœur de notre action. Nos priorités, aider les ménages qui en ont le plus besoin, protéger tous les ménages des mirages et fausses promesses, mobiliser tous les leviers pour soutenir la couverture du reste à charge des ménages. Rénover son logement prend du temps, vous le savez. Il faut être clair avec les ménages pour faire passer ce message et sortir du mirage des rénovations à 1 € réalisé en 15 jours. Il faut collectivement encourager les Français à bien rénover en s'inscrivant dans des parcours de rénovation sécurisés qui peuvent être rapides ou prendre de nombreux mois, mais qui seront gages de qualité. Bref, il faut continuer à bien faire les choses comme nous le faisons, sécuriser ce que nous avons construit au profit des Françaises et des Français. Au cœur de la solution, il y a aussi les territoires. Une chose est certaine, la rénovation de l'habitat, c'est un enjeu majeur pour notre pays et leurs habitants.
Elle mobilise l'ensemble des territoires et des élus locaux, comme vous l'avez souligné, Madame l'adjointe au maire, et comme je le vis moi-même au quotidien dans mes fonctions de maire et président de Grand Chambéry. Sans les territoires, sans les élus locaux, sans notre puissant réseau, rien ne serait possible. Il est utile de le rappeler dans le contexte actuel. La stabilité locale contrebalance l'instabilité nationale et c'est un point d'appui essentiel pour la pérennité de notre action. Ces rencontres sont surtout celles de tous les territoires engagés pour l'amélioration de l'habitat privé et autant des territoires, ce service public, les accompagnateurs, les entreprises de travaux, les banques. Aucun projet de travaux chez un particulier ne se fait sans le concours de tous ces acteurs locaux réunis. Et les difficultés de cette année 25 nous ont touchés, créant des incertitudes et des difficultés économiques que je ne saurais occulter. Territoires engagés pour l'habitat privé. C'est le titre d'une remarquable série de vidéos que l'agence a diffusée tout au long de l'année. Et je ne dis pas ça parce qu'il y a eu notamment un épisode sur Strasbourg ou un autre sur Chambéry, mais cette série met le doigt sur une réalité. Les territoires engagés pour l'habitat sont la solution. Dans nos territoires se concrétise la réponse au changement climatique, au choc démographique, à la redynamisation des centres anciens, à la sobriété foncière, au renouvellement urbain et au traitement de l'habitat indigne et des copropriétés fragilité. Aucun succès pour Action Cœur de Ville ou Petite Ville de demain sans l'action de l'ANA. Dans nos territoires se mobilisent les hommes, les femmes du réseau France Rénov' avec tout un écosystème d'acteurs publics et privés pour permettre au plus grand nombre de vivre dignement dans des logements durables et adaptés à tous les âges de la vie. Dans nos territoires s'inventent des solutions innovantes aux grands problèmes auxquels nous faisons face. La lutte contre la fraude, le financement du reste à charge, le parcours usager, la lutte contre les logements vacants, contre les marchands de sommeil, contre le logement indigne. Ce sont toutes ces solutions, ces combats que nous verrons à mettre en place tout au long de ces rencontres et que nous porterons à l'égard du gouvernement lorsqu'il sera installé pour répondre à une interpellation que j'ai entendue dans la salle. Je peux en attester en tant que maire, malgré les difficultés, nos budgets dédiés à l'amélioration de l'habitat ne doivent pas baisser, car il en va de la qualité de vie de nos concitoyens, de la résilience de nos territoires. L'action quotidienne des territoires se poursuivra à condition qu'ils puissent trouver à leur côté un opérateur de confiance, d'expertise, qui nous accompagne, collectivités locales, dans nos politiques locales de l'habitat. Et alors que certains rêvent d'un État central, débarrassé de ses opérateurs, ou que d'autres demandent son effacement, je veux réaffirmer ici mon soutien plein et entier aux agents de l'ANA, au siège et dans les territoires, ainsi qu'à vous tous qui font, je peux l'assurer, un travail remarquable au quotidien. Merci pour cela. Et je suis parfois interpellé quand je vois des parlementaires ou des membres du gouvernement indiquer que les agences sont la cause des dérapages budgétaires, que nous devons, avec Valérie Mancret-Taylor, aller devant des commissions d'enquête parlementaires, avec parfois des parlementaires qui connaissent d'assez loin le sujet qu'ils sont censés traiter, nous indiquer que nous sommes la cause de ces dépenses inconsidérées, alors que nous-mêmes, sur nos territoires, comme élus, nous créons nos propres agences, les SPL, les SEM, les EPIC, parce que nous savons que l'agilité n'est pas toujours en conformité avec le statut de la fonction publique et que nous avons d'outils qui correspondent aux spécificités des territoires, sur parfois des politiques publiques qui sont là sur quelques années et qu'en fait, au contraire, ces agences sont une chance incroyable pour notre État parfois trop centralisé. Et on voudrait aujourd'hui les affaiblir. C'est incompréhensible. Je suis, vous le comprenez, en cette première journée, je l'ai dit, dans cet espace-temps suspendu au niveau national, très heureux de vous accueillir pour offrir des temps de partage indispensables, en particulier lors des ateliers qui donnent toujours lieu à des échanges constructifs et éclairants et auxquels je me joindrai. Ils sont l'occasion de partager nos pratiques,
de revenir sur nos expériences, nos difficultés. Ils sont au cœur de ces rencontres et en constituent le temps fort. Nos échanges, j'en suis convaincu, feront la démonstration de l'impérative utilité du service public de la rénovation de l'habitat qui œuvre au quotidien pour accompagner les Françaises et Français dans leurs projets sur l'ensemble du territoire. Ce service public ne peut évidemment souffrir aucune interruption ou discontinuité. On sait les ravages, on les vit, du stop and go. Pour réussir, je sais pouvoir compter sur votre mobilisation, votre expertise professionnelle. Vous pouvez compter sur notre détermination à défendre cette politique publique et ceux qui l'incarnent au quotidien. Nous partageons vos inquiétudes, nous essayons de les faire comprendre, nous partageons vos attentes de solutions, nous essayons de les prôner en interne et au niveau du gouvernement. Mais ces rencontres sont les vôtres, elles l'ont toujours été. Ce que vous direz ne tombera pas dans l'oreille d'un sourd pour le président de l'ANA. Ce que vous direz, c'est ce qui alimentera aussi les discussions que j'aurai avec Valérie Mancret-Taylor, avec le nouveau ministre du Logement, quel que soit le nom de celui ou de celle qu'on voudra bien nous donner d'ici quelques jours. Merci, bon travail à vous. Merci Thierry et merci à tous les deux. Je vais vous demander de retourner dans la salle car nous allons passer à la séquence suivante. Merci et à vous entendre Thierry Repentin. Ce qui prédomine, je crois, c'est aussi le sentiment de fierté, en tout cas au regard de tout ce chemin parcouru et de ces vraies réussites. Et justement pour en prendre la mesure de ce chemin parcouru, pour également gagner en hauteur de vue, revenir aussi sur ce dernier trimestre compliqué et nous permettre aussi d'avoir quelques perspectives, je vous propose une séquence, un regard croisé en quelque sorte, entre l'État et son opérateur, entre l'État et l'ANA. Accueillons s'il vous plaît sur scène Anne-Emmanuelle Ouvrard, qui est adjointe au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, et Valérie Mancret-Taylor, directrice générale de l'ANA. Je prends des nouveaux verres d'eau. Tac. Eh bien, on va commencer avec vous, Anne-Emmanuelle Ouvrard, parce que vous représentez le ministère du Logement. C'est ce que l'on appelle la tutelle de l'ANA. Et oui, c'est l'autorité qui va fixer la feuille de route pour l'agence et qui va aussi veiller à ce que la politique publique décidée par l'État est bien mise en œuvre effectivement par son opérateur. Et puis vous avez eu aussi plein de casquettes dans votre vie. Vous avez vraiment une vision multi-échelle puisque vous avez auparavant travaillé pour les services déconcentrés de l'État. Je crois que vous étiez à la tête de l'Adréal Poitou-Charentes, c'est ça? Mais aussi l'Adréal Lorraine. Vous avez également travaillé au sein de l'unité territoriale de la Seine-Saint-Denis, j'ai tout bon? Ah oui, donc vous avez une fine connaissance, vous êtes ce qu'on appelle une praticienne de terrain, une fine connaissance de cette politique publique du logement à toutes les échelles, donc nationale, territoriale, et on va essayer de décrypter avec vous les rouages de cette politique publique, puis essayer de comprendre aussi ce qui s'est passé dans cette année un petit peu folle qui vient de s'écouler. En tout cas, on appuie sur ce point, c'est très important que le ministère du Logement soit représenté aujourd'hui et que vous soyez là avec nous. Vous avez le micro en main, c'est ça? Eh bien, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais commencer par vous dire que je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Parce que vous l'avez dit, les orateurs précédents l'ont dit, l'année 2025 a été particulièrement chahutée et elle l'a été pour tous. Et donc je trouve que c'est très important qu'on puisse avoir ces 2 jours autour de l'habitat privé pour échanger entre praticiens, à la fois sur ce qui s'est passé, sur les attentes, mais aussi sur ce qui a marché, sur les bonnes pratiques. Et puis ça nous fait toujours du bien en administration centrale de venir échanger avec vous qui êtes sur le terrain parce que ça nous permet mutuellement de mieux se comprendre.
Alors vous l'avez compris, les circonstances nationales font qu'il n'y a pas de ministre présent aujourd'hui à ces rencontres. Mais pour autant, il nous paraissait important à la DHUP, en tant qu'administration centrale, en tant que tutelle de l'ANA, d'être là aujourd'hui parce que la politique de l'habitat privé et de l'amélioration du parc privé, elle a pris ces dernières années une importance croissante au sein de l'ensemble de nos politiques du logement. On a depuis un certain nombre d'années un rééquilibrage qui s'opère entre la production neuve et l'intervention sur l'existant. Et ça témoigne en fait d'une prise de conscience collective. D'abord la prise de conscience des ménages qui ont envie d'améliorer leur logement et qui en perçoivent tous les intérêts, à la fois en termes de confort, en termes d'économie aussi. Une prise de conscience des collectivités qui ont compris qu'il fallait intégrer ce réusage de l'existant dans l'ensemble de leur politique de l'habitat. Et quand on entend les deux orateurs qui ont ouvert cette journée, on voit bien l'enthousiasme qui anime un certain nombre d'élus sur ce sujet et qui montre que la dynamique est vraiment en marche dans un certain nombre de territoires et que l'enjeu, c'est qu'elle prenne dans tous les territoires encore plus qu'aujourd'hui. Et puis une prise de conscience aussi au niveau des entreprises qui se sont organisées, qui se sont structurées pour répondre à ce chantier majeur de la rénovation de l'habitat privé. Et cette politique, elle est importante parce qu'en fait, elle contribue à répondre en tout cas et à faire face à plusieurs des transitions qui sont majeures dans les années qui viennent et qui existent déjà aujourd'hui et auxquelles nous devons faire face. La transition écologique, puisque travailler sur l'existant, ça veut dire remettre sur le marché des logements inutilisés parce que mal adaptés, pas décents, pas dignes. Et donc ça contribue à réduire l'étalement urbain et à promouvoir ce que nous appelons la sobriété foncière. Ça contribue aussi à répondre à la transition énergétique, puisque un des grands volets des interventions de l'ANA, mais ce n'est pas le seul, et j'insiste parce que les autres sont aussi importants, mais un des grands volets, c'est de contribuer à réduire nos consommations énergétiques, à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et ce sont autant de sujets absolument majeurs sur lesquels la France a pris des engagements au niveau international, qu'elle traduit dans un certain nombre de stratégies qui sont certes très ambitieuses, et le rythme auquel nous allons effectivement s'éloigne des trajectoires ambitieuses, mais pour autant on y contribue et on les met en œuvre concrètement à travers tout ce qui se fait sur l'amélioration de l'habitat privé. Et puis une troisième transition, c'est la transition démographique, avec un vieillissement de la population et donc un besoin d'adaptation de plus en plus important des logements à l'autonomie, à la perte d'autonomie et pour favoriser le bien vieillir chez soi. Donc tous ces enjeux-là, le travail sur l'amélioration du parc privé y contribue et c'est une des raisons pour lesquelles il nous paraissait important d'être aux côtés de l'ANA dans ces rencontres. Et pour répondre justement à tous ces grands défis, toutes ces grandes transitions, de manière cohérente et sans bien sûr les opposer, l'ANA, c'est l'opérateur, mais l'État a fait le choix effectivement d'accompagner, d'encourager les ménages qui ont un projet de rénovation. Comment ça se traduit ? Alors effectivement, au niveau de l'État, nous mobilisons plusieurs leviers pour intervenir sur ces sujets-là. L'ANA, en tant qu'opérateur historique sur l'amélioration de l'habitat privé et qui a vu ses missions évoluer, est évidemment au cœur de cette stratégie à travers toutes les aides qu'elle distribue. En la matière, la création de MaPrimeRénov' a été un moment charnière puisque ça a permis d'élargir le public éligible et de rendre la rénovation énergique accessible au plus grand nombre. Évidemment,
au fil des années, il nous a fallu adapter le dispositif initial pour mieux répondre aux attentes des ménages, pour s'adapter aussi, on ne va pas se le cacher, aux objectifs des gouvernements successifs et puis pour s'adapter aussi aux contraintes budgétaires. Donc c'est vrai, MaPrimeRénov' a beaucoup évolué chaque année. Je sais que ça crée un certain nombre d'irritations chez les ménages, chez les professionnels, auprès des acteurs du réseau France Rénov'. On en est conscient, on cherche à éviter au maximum ces à-coups, à viser de la stabilité. Mais toutes ces adaptations, elles sont faites pour faire en sorte que l'offre et l'aide proposée répondent au mieux aux différentes contraintes. Au-delà de MaPrimeRénov', on a aussi fait évoluer sur la période récente et créé les aides MaPrimeAdapt' et MaPrimeLogement décent, qui sont venus en fait conforter, mais aussi simplifier un certain nombre d'aides qui existaient auparavant. L'idée, c'est d'avoir une palette un peu complète d'aides qui permettent de répondre aux enjeux de l'habitat privé. Donc je le disais, l'ANA est évidemment au cœur du dispositif. Je ne peux pas pour autant ne pas évoquer le fait qu'il y a aussi d'autres leviers qui viennent compléter cette action de l'ANA, puisqu'en fait c'est tout un écosystème qui s'est constitué et que nous nous efforçons de coordonner. Donc, notamment citer le fait que plusieurs possibilités de financement ont été développées en complément des aides de l'ANA. Donc l'éco-prêt à taux zéro, les certificats d'économie d'énergie, les collectivités ont mis en place aussi un certain nombre d'aides locales qui viennent compléter les aides de l'ANA. Des prêts bancaires qui se développent aussi ciblés sur ces sujets de rénovation et d'amélioration. Et puis surtout, l'amélioration de l'habitat, ça ne fonctionne que parce qu'on a toute une chaîne d'acteurs et d'intervenants qui sont mobilisés, les diagnostiqueurs, les artisans, les architectes, les collectivités locales, les banques, les services de l'État. Et tout ça ne marche et ne peut prendre pleinement son essor que si tout le monde s'articule bien, si chacun tient son rôle. Et c'est ce qui nous a conduit à créer ce service public de la rénovation de l'habitat, ce France Rénov', dont vous êtes un des éléments. Et c'est pour ça que ces rencontres, pour moi, sont vraiment importantes pour faire groupe, pour faire collectif et pour porter ensemble tous ces objectifs, avec l'idée, surtout, de proposer aux ménages des parcours qui soient sécurisés, facilités. On est dans un monde complexe, j'ai cité plein de dispositifs, et l'idée, c'est vraiment d'aider les ménages à y voir clair pour les aider à passer à l'acte. Si je comprends bien, c'est une politique publique extrêmement importante et à ce jour, les orientations ne sont absolument pas remises en cause. Alors, je le disais, l'ensemble de ces dispositifs, ça vise vraiment à inciter les ménages à rénover leur logement et à passer à l'acte. 2025 a été chahuté. Pour autant, il ne faut pas que ce qui s'est passé cette année nous fasse oublier tout ce qui marche bien ou tout ce qui s'est développé depuis 2020. Puisqu'en fait, les Français se sont emparés de ce dispositif. Aujourd'hui, la marque France Rénov', elle est bien installée dans le paysage, elle est de mieux en mieux connue, même s'il faut continuer évidemment à la faire vivre. Et on a une vraie dynamique en faveur de projets de qualité qui s'est développée. Et cette montée en puissance, elle s'est traduite de façon très concrète en 2025, avec d'abord un rythme de dépôt de dossier extrêmement important. Donc ça, c'était plutôt la réussite.
Mais ça s'est aussi accompagné de signes qui sont plus inquiétants. En particulier, on a constaté une augmentation assez importante des montants des devis, avec une tendance à se rapprocher des plafonds, voire de s'y caler. L'ANA et ses équipes et tous les services instructeurs que vous êtes ont détecté des fraudes de plus en plus fréquentes ou des schémas de fraude qui commençaient à se répéter et à se répandre. Et tout ça, ça s'est traduit par un allongement des délais d'instruction parce que forcément, on prend plus de temps à regarder les devis, à vérifier les propositions qui sont faites, la nature des travaux et ainsi de suite. Et donc finalement, le système a été un peu victime de son succès. Beaucoup de dossiers, des délais qui s'allongent. Et c'est ce qui nous a conduit au milieu de l'année, au mois de juin, à fermer les guichets pour certaines aides parce qu'il fallait prendre le temps de mieux comprendre ce qui se passait pour pouvoir mieux appréhender les solutions et les mesures nécessaires à prendre. Donc, j'ai bien conscience que cette fermeture, elle a été vécue très durement par la plupart des acteurs, que ce soit les ménages, que ce soit les professionnels, que ce soit les services instructeurs. On en a tous conscience. On sait que ça s'est fait parfois un peu vite, mais c'était nécessaire. Et je voudrais vraiment profiter de cette occasion pour remercier tous ceux qui, malgré la tempête, ont continué à porter cette politique d'amélioration de l'habitat privé et de rénovation, ont continué à instruire les dossiers, à renseigner les usagers, à renseigner les interlocuteurs et qui ont contribué à garder le cap dans cette période qui était particulièrement délicate. Donc vraiment un grand merci à tous ceux d'entre vous qui ont gardé ce cap pendant cette période. Et je voudrais aussi saluer plus particulièrement les équipes de l'ANA parce qu'elles ont été très fortement mobilisées pour préparer l'information, la communication, les modalités très pratico-pratiques de fermeture, de réouverture. Et donc vraiment, je sais que cette période a été compliquée pour tout le monde. J'espère qu'elle est derrière nous. C'est le résultat d'une montée en puissance qui s'est peut-être faite trop vite, qu'on essaye maintenant de mieux gérer et de mieux réguler. Et un mot aussi, il va falloir effectivement s'adapter maintenant que cette dynamique est lancée. Voilà, on comprend que le contexte fait qu'il va falloir être extrêmement agile. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques perspectives pour 2026 ? Alors, pour 2026, comme le disait le président Repentin, nous sommes encore dans une phase où le gouvernement qui vient de s'installer doit être en train d'examiner le projet de loi de finances dans le cadre du Conseil des ministres pour le déposer au Parlement. Donc, je ne saurais pas aujourd'hui vous donner des chiffres. Vous le savez tous, ce budget, il est préparé dans un cadre budgétaire contraint. Donc, toutes les politiques auront à contribuer aux économies. Pour autant, ce que nous portons et ce que nous avons porté dans la préparation et dans les discussions préparatoires, c'est de viser une stabilisation des capacités d'intervention de l'ANA. C'est-à-dire qu'on ne sera peut-être pas dans la poursuite de la montée en puissance, mais en tout cas d'avoir une stabilisation de ces modalités d'intervention, parce que c'est une politique qui est vertueuse sur le plan environnemental, sur le plan social, sur le plan économique. C'est une politique qui répond à des besoins. Et donc, il nous paraît, côté ministère du Logement et en tout cas administration du ministère du Logement, important de la poursuivre
Et pour la poursuivre, évidemment, on attend de l'ANA, qui est notre opérateur, mais donc de tous ceux qui mettent en œuvre au quotidien sur le terrain, et vous en êtes les représentants, de continuer à piloter cette politique publique, de continuer à animer ce réseau France Rénov' et ce service public de la rénovation de l'habitat, et ces rencontres aujourd'hui en sont un des éléments, parce que l'action territoriale en la matière est vraiment primordiale. De concilier évidemment la dynamique avec sa soutenabilité budgétaire, et puis pour que cette politique ne souffre moins, en tout cas souffre moins d'un certain nombre de critiques, il va falloir que nous poursuivions les travaux sur la lutte contre la fraude, l'identification des schémas répétitifs, l'éviction des acteurs frauduleux, pour assainir autant que nécessaire les pans qui resteraient encore en difficulté. Donc voilà, tout ça pour vous dire que nous souhaitons continuer à porter une ambition forte pour la rénovation des logements. J'ai beaucoup parlé rénovation énergétique parce que je pense que ça a été le sujet le plus marquant pour 2025. Mais bien évidemment, toute cette politique d'amélioration, elle inclut aussi tout ce qui est intervention sur l'habitat indigne, l'appui au redressement des copropriétés et toutes les actions historiques de l'ANA que bien évidemment nous n'oublions pas dans cette ambition pour 2026. Et je sais que nous pouvons compter sur la mobilisation de tous les acteurs que vous êtes pour continuer à porter au plus près du terrain cette politique et à accompagner les ménages. Et je vous en remercie sincèrement pour tout le travail que vous avez fait et pour tout le travail que vous continuerez à faire. Merci beaucoup Anne-Emmanuelle Ouvrard pour ces précisions. Merci aussi d'avoir rappelé comment l'État a posé le cadre. Et je me tourne vers vous maintenant, Valérie Mancret-Taylor, pour savoir comment tout cela est vécu à l'ANA et quel est votre son de cloche. Le son de cloche. Fanny, avant de répondre à votre question, je voudrais saluer le président de l'ANA, saluer aussi la vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Et puis, vous saluer tous, mesdames et messieurs, vous dire que, comme chaque année, c'est impressionnant de vous voir tous réunis dans cette salle et que je suis vraiment très, très contente que nous ayons maintenu ces rencontres nationales de l'habitat privé pour ces 2 jours. Et puis, je vais remercier nos tutelles qui sont présentes dans la salle. Sans les... Anne-Emmanuelle, merci de tes propos. Merci aussi des objectifs que tu fixes à l'agence. Mais vous le savez, nous sommes sous 4 tutelles. Ministère de l'économie et des finances, ministère du budget, ministère du logement, qui est la tutelle principale, ministère de l'énergie. Ils sont présents dans cette salle. La coordination également sur les enjeux de transition écologique et de rénovation énergétique du parc est présente en salle. Et c'est avec eux que nous discutons des points que vous avez évoqués, Monsieur le Président. Et c'est important qu'ils soient là aujourd'hui parce qu'ils vont vous entendre et parce qu'ils vont nous entendre pendant ces 2 jours et pendant ces temps d'atelier. Et puis, je suis contente aussi d'être dans une eurométropole, en fait, parce que je crois que nous avons la chance d'habiter dans un pays, bien sûr, qui est la France, mais aussi au sein d'un continent qui s'appelle l'Europe et qui est un continent qui comprend, bien sûr, des difficultés, qui connaît des difficultés dans un monde où la géopolitique en ce moment prend parfois des allures assez inquiétantes, mais qui pour autant est réellement engagée dans la transition écologique, et être ici au sein finalement de la représentation européenne est un point important. Ces moments des rencontres sont aussi très très importants. Je le redis, Fanny, vous nous l'avez bien présenté en introduction, c'est un temps d'écoute. Et un temps d'écoute qui est indispensable parce que l'année a été difficile, éprouvante, vous l'avez dit, Monsieur le Président. Pourquoi? Et tu l'as précisé, Anne-Emmanuelle, mais
parce que la consommation des crédits a été très rapide dans le cadre d'un afflux de dépôts de dossiers, parce que le contexte budgétaire est contraint, parce que la recrudescence des systèmes de fraude, des schémas de fraude est inégalée, et puis parce que nous avons aussi fait face à une inflation parfois injustifiée des montants de travaux. Pour autant, c'est un succès incontesté. Et je veux repartager avec vous quelques chiffres. 15 milliards d'euros de subventions, donc un investissement de l'État au travers de son opérateur qui n'avait jamais été égalé jusqu'à présent, qui a généré 45 milliards d'euros de travaux. 70% de nos bénéficiaires sont des ménages modestes et très modestes. 89% d'entre eux nous disent qu'ils sont satisfaits. Le service public est de qualité, ils nous le disent aussi dans nos enquêtes. Et bien sûr, le réseau d'acteurs, de professionnels que vous représentez est engagé et c'est très important. J'ai envie de revenir sur ce que nous vivions il y a exactement un an en clôture des rencontres de l'année dernière. François Gémen était venu nous parler et il nous avait mis en garde en fait. Il nous avait dit attention, les forces conservatrices, les forces climato-sceptiques reprennent de la force en fait. Et il est important que vous existiez. Il vous avait d'ailleurs dit que vous étiez des héroïnes et des héros de la transition écologique et de toutes les transitions que ce 21e siècle porte. Mais il nous avait mis en garde et il nous avait dit restez soudés et puis surtout continuez à valoriser au quotidien ce que vous faites, car c'est très important, parce que l'habitat est quelque chose de très important. C'est là qu'on habite, c'est là que les habitants sont, dans un logement, dans des territoires, et par ailleurs, on leur donne la possibilité, au travers de cette politique publique, d'améliorer leur confort de vie et leur quotidien. Pour autant, j'en viens à votre question, la situation de l'année 2025 a été une situation très difficile, très compliquée, très subie. Nos missions sont difficiles, elles sont même parfois critiquées. Et à ce titre, je vous adresse à tous un salut, mais peut-être un salut appuyé à deux territoires, celui de la ville de Paris, celui de la ville de Lyon, parce que récemment, au travers des réseaux sociaux ou directement sur leur site, ils ont été interpellés de façon peu amène. Et je pèse mes mots en disant cela, et en fait, même en les pesant, je pense qu'ils sont encore assez faibles par rapport à ce qui a pu se passer. Et je vous adresse à tous par rapport à ce que nous vivons au quotidien, car à l'ANA aussi, nous recevons des menaces, nous recevons des appels, nous avons des visiteurs qui sont parfois très désagréables. Et il faut rester courtois, comme le service public l'est toujours, neutre, comme le service public l'est toujours, et en même temps savoir encaisser. Et ces 2 journées vont nous permettre aussi d'échanger sur ce que nous encaissons au sein des espaces Conseil France Rénov', ce que les accompagnateurs Rénov' évidemment connaissent comme difficulté par rapport aux évolutions et aux contraintes budgétaires de cette politique publique, ce que les services instructeurs connaissent sous le poids des volumes de dossiers à instruire, ce que les entreprises de travaux connaissent aussi avec le ralentissement de l'activité, mais aussi ce que les banques qui se sont positionnées sur ces sujets, rappelons-nous, nous les avions parmi nous l'année dernière, voilà, connaissent au moment où ils se mettent enfin en marche pour pouvoir accompagner les ménages, notamment pour financer leur reste à charge et puis parfois pour préfinancer les travaux. Et pardonnez-moi Valérie de revenir là-dessus, mais parmi les événements vécus ou plutôt mal vécus de ces derniers mois, il y a eu une fuite, une malheureuse fuite. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Alors, oui, vous avez raison, il faut parler des anecdotes. Je le sais, et tu le sais aussi, Anne-Emmanuelle, vous avez été très mécontent de la façon dont la fermeture de la plateforme s'est opérée le 23 juin dernier. D'abord parce qu'elle a fermé sur le parcours accompagné, et ensuite les conditions dans lesquelles tout cela s'est mis en œuvre. Et l'information, d'ailleurs le film le précisait très clairement, et l'information tardive que vous avez eue. Et donc l'anecdote, pas forcément très drôle, que j'ai envie de partager avec vous, c'est que nous l'avons tous subi. Au fond, un journaliste de la presse nationale quotidienne, en l'occurrence Le Parisien, était depuis déjà quelques semaines, feuilletonnait
feuilletonnait sur la politique de la rénovation énergétique de l'habitat privé, et notamment s'était accroché à un événement qui avait eu lieu en mai, où on avait eu une manifestation d'un certain nombre d'acteurs pas forcément très scrupuleux devant le siège de l'agence. Et à partir de là, il a feuilletonné, voilà, il a raconté chaque semaine que ça marchait pas, que ça n'allait pas bien, etc. Et il a bénéficié à un moment donné d'une fuite relative en fait à la préparation que nous étions obligés de mettre en œuvre pour les raisons que tu as parfaitement rappelées, c'est-à-dire de fermeture, mais le plan était préparé. L'intervention évidemment de la ministre du Logement devait avoir lieu, et bien évidemment en parfaite coordination avec cette prise de parole politique, nous avions prévu bien évidemment l'information, mais nous avons été pris de court. Soyons clairs, nous avons été pris de court par cette information, et ensuite tout a été tout s'est accéléré et la polémique évidemment est montée très très fort, et le temps qu'on arrive à faire, je dirais, la part entre ce qui se racontait qui n'était pas forcément juste et les informations fiables que nous voulions absolument partager avec vous, eh bien c'est le temps que nous avons eu entre ces fuites au travers des médias, et bien évidemment le webinaire que nous avons organisé et où vous avez été très très nombreux à vous connecter pour refaire un point important avec vous tous et essayer, comme je le disais à ce moment-là, de partager bien évidemment la difficulté du moment, mais aussi repartager effectivement la façon dont nous allions travailler dans les prochains mois et ce sur quoi nous allions travailler, à savoir la résorption des stocks de dossiers alors au plan national comme évidemment dans les territoires, en ayant un appui auprès des services déconcentrés de l'État pour permettre cette accélération, et puis un travail interministériel très important autour des phénomènes de fraude pour pouvoir là aussi faire la part entre ce que j'appelle le bon grain et l'ivraie, puisque nous avons dû bloquer beaucoup de dossiers et il était absolument indispensable que nous puissions évidemment faire un travail de compréhension autour des acteurs qui évidemment sont très peu scrupuleux, voire très frauduleux. Et je dirais, pour poursuivre, ne l'oublions pas, Valérie, l'ANA c'est la rénovation énergétique, mais le champ d'intervention est beaucoup plus large. L'ambition est beaucoup plus large et la boussole, ça reste le mieux vivre chez soi, n'est-ce pas ? Alors la boussole reste celle-ci, ça c'est clair. Juste avant d'aller sur l'ensemble des champs et m'arrêter juste un instant sur la rénovation énergétique, vous dire qu'au moment où nous parlons, en tout cas le bilan de la fin du 3e trimestre 2025 révèle qu'il y a eu 148 451 dossiers et donc logements qui bénéficient d'une aide pour pouvoir être rénovés par un monogeste, et 77 650 logements qui ont été déposés pour pouvoir bénéficier d'une rénovation d'ampleur. Nous n'avons jamais été aussi équilibrés dans nos chiffres. Et ce que Anne-Emmanuelle nous présentait, à savoir cette montée en puissance de la qualité, cette montée en puissance de la rénovation énergétique d'ampleur, elle s'illustre par ces chiffres. Et je ne doute pas que nous atteindrons nos objectifs en cette année 2025, compte tenu de la dynamique de dossiers que nous connaissons cette année. Alors, plus largement, bien évidemment, il ne faut jamais s'arrêter qu'à la rénovation énergétique. La rénovation énergétique, en fait, elle transcende finalement toutes les aides de l'agence, elle s'installe partout parce que tu l'as dit, les enjeux de sobriété foncière, les enjeux de sobriété d'une manière générale, la nouvelle façon d'aménager le territoire ou de ménager le territoire et le patrimoine de notre pays nécessite d'intervenir sur l'existant, sur la ville existante, sur la ville constituée en centre ancien, en quartier pavillonnaire, dans les quartiers populaires. Et ça, nous le faisons évidemment avec la rénovation énergétique, mais aussi avec le plan initiative copropriété, avec Action Cœur de Ville et Petites Villes de demain, avec le programme France Ruralité, en ayant mis en place aussi des aides désormais sur l'habitat inclusif et l'habitat participatif, et bien entendu en accompagnant les offices fonciers solidaires pour leur permettre de faire du bail réel solidaire sur les territoires, et évidemment en accompagnant le gouvernement sur l'évolution du statut du bailleur pour permettre bien évidemment d'avoir toujours dans le parc privé
un parc locatif à vocation sociale. Et c'est tout ça qui fait la politique de rénovation énergétique dans notre territoire. Vous nous proposez à présent, Valérie Mancret-Taylor, de regarder une carte. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte ? Alors cette carte, elle nous dit que la France est couverte en contractualisation, en pactes territoriaux. Et là aussi, rappelons-nous, il y a un an, je vous avais présenté cette carte. À ce moment-là, elle était en cours de préparation. Évidemment, les délibérations des collectivités territoriales dans le but de la contractualisation avec l'opérateur de l'État n'étaient pas encore évidemment abouties. Et je vous avais dit, c'est incroyable le travail qui a été fait en 2024 et ben je vous le confirme cette année, la France est couverte à 95% de pactes territoriaux. Ce qui est complètement en écho à ce que tu disais, Anne-Emmanuelle, c'est à savoir que les politiques locales de l'habitat embrassent pleinement et entièrement aujourd'hui à la fois la construction neuve, mais aussi l'intervention sur l'existant. Et ça, c'est parce que les élus locaux mènent des politiques locales de l'habitat extrêmement ambitieuses et très, très équilibrées. On va peut-être rapidement faire un petit point fraude et puis après donner quelques perspectives 2026 parce que je sens que la salle est en train de chauffer et que vous avez aussi des choses à nous dire. Tout à fait. Le temps des questions-réponses arrive. C'est imminent. C'est imminent. Mais je voudrais effectivement là aussi vous parler un petit peu de la fraude. La fraude, c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle politique publique. Elle touche pas seulement les enjeux de l'habitat privé, c'est devenu une priorité. Une proposition de loi a été votée à la fin du premier semestre et c'est indispensable parce que quand il y a autant d'argent public, au fond, posé sur la table, mis à disposition des territoires et de leurs habitants pour pouvoir œuvrer, eh bien, il y a de l'écodélinquance avec des acteurs, je vais vous le dire comme ça, qui sont aussi professionnels que nous et qui organisent une fraude extrêmement massive. Et nous n'avons pas le choix. Nous devons lutter contre cette fraude. Et cette lutte, nous ne pouvons la faire qu'avec vous. Certains territoires ont déjà opté pour ne prendre en instruction que les dossiers qui sont préparés et qui passent par les espaces conseils France Rénov'. Voilà, je prends vos applaudissements comme étant une réponse encourageante par rapport à ces expérimentations et initiatives qui pour l'instant sont encore faibles, mais pour autant qui sont extrêmement importants. Et je reviens sur le sujet de la fraude, nous devons être intransigeants, nous n'avons pas le choix. Et puis je voudrais partager avec vous quelques éléments de vocabulaire, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites qui sont au fond à remettre bien d'aplomb. La première, c'est que derrière la fraude, en fait, il y a des tentatives de fraude. Et ce sont les tentatives de fraude qui sont massives. Et je vous rappelle les chiffres. En 2024, l'ANA a bloqué et donc refusé 44 000 dossiers, soit 10% de son activité totale. Et ça lui a permis d'éviter, avec vous tous et avec tous les services instructeurs des territoires, 230 millions d'euros de fraude. Et c'est pas complètement négligeable. Nous en avons subi 8 millions. Et c'est déjà trop, mais voilà. Mettons bien ces deux chiffres en rapport. Deuxièmement, derrière ces fraudes, comme je vous le disais, des systèmes extrêmement organisés avec des acteurs très peu scrupuleux qui n'agissent pas du tout pour faire de la politique publique et faire en sorte que les Français vivent mieux demain et même dès aujourd'hui, mais qui veulent juste capter de l'argent public pour tout à fait autre chose. Et donc il y a un travail interministériel extrêmement important qui s'est accéléré cet été et qui permet bien évidemment d'avoir aujourd'hui une visibilité beaucoup plus grande sur ceux que nous allons vraiment faire sortir en fait de cet écosystème de manière à le rendre le plus efficace possible et surtout le plus sécure possible vis-à-vis des habitants et puis un certain nombre d'autres acteurs qui vont faire l'objet bien évidemment de sanctions et de sanctions importantes. Et je vous partage que la première commission des sanctions de 2025 a eu lieu vendredi dernier et qu'elle a eu des décisions
assez sévère, en fait, au fond. Donc voilà, se dire, on avance aussi sur ce sujet, c'est un nouveau métier, ça nous demande évidemment beaucoup plus de vigilance, mais nous n'avons pas le choix, parce que cet argent public, dans un contexte budgétaire particulièrement contraint, il doit être définitivement dédié aux ménages qui en ont besoin et qui veulent rénover leur logement, et non pas profiter à des acteurs peu scrupuleux qui n'ont rien à voir avec le réseau que nous constituons. Concernant les perspectives qui s'offrent à nous, y en a-t-il déjà? Alors, la première, c'est ce que Thierry Repentin a dit tout à l'heure, la fierté. Les perspectives, c'est autour de la fierté de ce que nous avons construit. Et puis, un deuxième mot qu'a prononcé Suzanne Broly aussi en introduction, de l'espoir. C'est parce que nous travaillons bien, c'est parce que nous faisons réseau, c'est parce que nous sommes des professionnels de très grande qualité que nous allons continuer à avancer, quel que soit le contexte difficile dans lequel nous sommes. Les perspectives, Emmanuel, tu les as dites tout à l'heure, on travaille, je ne sais plus combien de réunions nous faisons par semaine ensemble et de réunions régulières que nous avons avec l'ensemble de nos tutelles pour obtenir des arbitrages interministériels, donc au cabinet du Premier ministre, les plus favorables à l'agence, et nous défendons cette stabilité du budget pour l'année prochaine pour permettre de faire aussi bien en 2026 que nous faisons en 2025. Pour que la qualité de la politique publique, Monsieur le Président, vous l'avez dit, pour que l'ingénierie, pour que tout ce qui fait sens dans les territoires, à la fois pour nous les professionnels, mais aussi pour les ménages, puisse continuer à être financé, et c'est indispensable, pour que le conseil aux ménages dont vous êtes la cheville ouvrière au quotidien, continue à être avec la même qualité que celle que nous avons construite au fil des ans, pour que bien évidemment la qualité des travaux soit aussi au rendez-vous, et je salue les professionnels bien évidemment du BTP qui sont représentés en salle aujourd'hui. Et enfin, et surtout, et c'est le plus important, Monsieur le Président, vous l'avez mentionné, pour que la qualité des relations de l'agence avec les collectivités territoriales puisse continuer à s'inscrire dans la durée, car vous l'avez parfaitement précisé, c'est dans les territoires, sous la houlette, sous l'autorité, que les stratégies des politiques de l'habitat, et notamment des politiques de l'habitat privé, sont construites. Au fond, vous êtes la cheville ouvrière pour permettre ces politiques de se mettre en œuvre, parce que nous nous adressons à un public, à des ménages qui ne sont pas des professionnels, et sans vous tous, bien évidemment, ils ont beaucoup de mal à se repérer dans les aides, mais ils ont aussi beaucoup de mal à conduire un projet de travaux. Mais nous sommes aussi auprès des collectivités pour faire en sorte, bien évidemment, que cette politique continue à s'inscrire dans le temps et que les objectifs que la France s'est fixés en matière, évidemment, de transition écologique, mais et aussi que ces engagements internationaux que tu évoquais, Anne-Emmanuel, puissent évidemment être suivis des promesses qui sont derrière. Merci à vous tous pour votre écoute, pour votre patience. Les propos ont été longs, mais il y avait beaucoup de choses à partager avec vous pour vous dire que cette année avait été difficile, qu'on en prenait pleinement la conscience, qu'on était content d'être parmi vous. Et Fanny, je vais vous passer... Et les échanges se poursuivent. Et les échanges se poursuivent. Ici et maintenant, et bien sûr tout au long de la journée, dans d'autres salles. Et je vais vous donner la parole maintenant, et vous allez pouvoir vous exprimer de la manière dont vous le désirez. N'hésitez pas. Qu'est-ce qu'on lit là, Valérie? Qu'est-ce qu'on peut lire? Alors, il y en a une à l'envers, hein, si je puis me permettre. Déprime rénove. Déprime rénove. Déprime rénove. Déprime rénove. Très bon jeu de mots en tout cas. Je crois que je vous vois debout, messieurs. Vous avez un micro, c'est bon? On vous écoute. On entend? Oui. Monsieur le Président de l'ANA, Madame la Directrice Générale, Mesdames et Messieurs, chers collègues des Espaces France Rénov', dans le contexte et le fonctionnement actuel, ces journées nationales nous sont apparues comme le seul moyen de faire passer un message qui a une chance d'être entendu.
La mise en œuvre de la politique de la rénovation énergétique a été portée à bout de bras par, je pense, tout le monde dans cette salle. Nous avons été aux premières loges des conséquences des décisions multiples qu'on a connues depuis le mois de juin dernier. Et pour autant, cette initiative n'est pas là pour pointer du doigt le ou les responsables. Elle permet, en effet, c'est vrai, d'exprimer un mécontentement lourd et profond. Mais ce n'est pas son objectif premier. Avant tout, elle est là pour alerter et rappeler que c'est en s'unissant, en proposant des solutions, que les objectifs de rénovation énergétique ne deviendront pas une chimère. Au regard des bouleversements climatiques en cours et à venir, on ne peut pas se contenter d'une rénovation énergétique qui avance à dose homéopathique. Même si de nombreux échanges et remontées ont déjà eu lieu cet été, nous pensons que ces journées sont l'occasion de faire participer et de faire appel à l'intelligence collective présente sur ces 2 jours. Donc au verso de ces affiches, vous trouverez des propositions d'amélioration. Donc on invite toutes les personnes à faire preuve de créativité et à les faire passer en bout de rangée à la fin de la plénière afin de les rassembler, de vous les faire passer et voilà, et de co-construire quelque chose pour la politique de l'habitat. Je vous en prie. Et pour compléter avec des retours de terrain et surtout l'intention qui est important de préciser, c'est que c'est bien une intention et une action qui vient des structures France Rénov, qui ne vise aucunement l'État, les régions, les départements et autres instances de l'État, mais plutôt exprimer notre soutien et notre peut-être envie de collaboration encore plus avec vous. Juste préciser 2-3 tours de terrain et puis adapter le discours parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites et merci de les avoir faites. Le premier reportage était absolument pertinent sur la situation actuelle, peut-être pas assez détaillé parce qu'on a tous plein d'histoires à raconter, mais vous dites que le citoyen connaît la marque France Rénov. J'espère qu'on ne va pas continuer dans une situation de méfiance des citoyens envers la marque France Rénov et l'État que l'on peut constater dans nos structures. On a beaucoup de gens qui renoncent à leur projet de rénovation ou qui partent dans l'auto-rénovation, le tout dans un contexte où la filière des pros est aussi bien malmenée. Donc voilà, je fais bien plus court que ce que j'avais prévu, parce que la vraie conclusion, elle est plutôt de vous dire que on est chahuté, malmené. Vous l'avez dit, Madame Mancret-Taylor, que nos accueils sont très malmenés, que ce soit par mail, par formulaire, par appel téléphonique, que pour autant dans nos structures depuis toujours, et je pense qu'on reste encore motivé et qu'on souhaite, voilà, collectivement en tout cas exprimer le souhait de continuer à travailler ensemble et de mieux porter cette politique de rénovation. Un point urgent et important, c'est que ça nécessite de la confiance entre tous les acteurs. Et il y a un point ou deux qui est faire en sorte que les OCFR aient bien l'information la plus rapidement possible pour mieux répondre aux gens et de manière à rassurer les gens et dissiper peut-être les inquiétudes. Et comme ça a pu être fait une fois, qu'on ait l'info de la part de l'ANA avant la presse. Voilà, un grand merci à vous et je nous souhaite, au nom des espaces France Rénov et vous, de bien mener les actions suivantes. Merci beaucoup Valérie et Anne-Emmanuel ne vont pas manquer de réagir et de répondre. On va néanmoins prendre une question qui était juste derrière. Monsieur, on vous écoute. Le micro est allumé. Moi, je voulais revenir un peu effectivement sur tout ce qu'on a vécu parce que ça a été absolument terrible sur cette année. Et je voulais signaler qu'en Occitanie, on a été un peu les premiers à soulever le problème de la fraude, puisque déjà en 2015, nous, la région, on s'est fait dépouiller de sommes énormes quand elle donnait des aides. On a vécu la bérésina de l'Action Logement avec 4 milliards de prix en 8 mois.
Et la situation ne s'est pas améliorée avec cette aide qui s'avérait très intéressante, mais qui a été détournée totalement de son objectif par des entreprises malveillantes. Là-dessus, je voulais quand même signaler que suite à l'isolation à 1 euro, elle a quand même encore lieu de vivre actuellement. Je peux en témoigner puisque tout récemment, j'ai été sollicité une 1000e fois sur cette solution et j'ai répondu que chez moi, j'avais déjà 50 cm d'isolant et la personne m'a dit « Non, mais on peut vous en rajouter une couche, vous savez, c'est utile ». Voilà, donc voilà ce que l'on vit aussi au niveau de ce qui se passe. Je peux aussi témoigner sur le fait que nous avons été marre pendant un temps au guichet du Muretin-Aglo en Haute-Garonne et que lors d'un dossier, nous avons été contrôlés par les services d'ingénieurs de Veritas, je ne sais pas trop. La personne nous avait mis une non-conformité sur notre dossier parce que le client avait mis 20 cm d'isolant sur les murs au lieu de 14 et 40 cm au lieu de 30 en toiture. Cherchez l'erreur. Voilà. C'est je tiens aussi à dire que quand l'Adréal d'Occitanie avait fortement engagé notre soutien à signaler ces fraudes, vous lui avez tapé sur les doigts en disant qu'elle allait casser le mouvement de la rénovation énergétique. Donc je suis désolé pour l'Adréal, mais je tiens quand même à lui apporter mon soutien aujourd'hui. Et puis, quand on dit qu'il n'y a eu que 10% de fraude, moi je suis assez étonné puisque la DGCRF vient de sortir ces informations la semaine dernière en disant que sur les 26 000 dossiers de signal conso, ils en ont trouvé 34% gravement, grave, très grave. Et ils n'ont pas dit, et on ne parle pas des autres. Donc ça veut dire qu'on est largement au-delà de 10%. Mais c'est aussi dû au fait que vous avez un opérateur qui gère les dossiers d'instruction, qui est Locapost, et qui n'y connaît rien. Et au-delà de ça, je ne veux pas incriminer les mares. Ce n'est pas forcément eux les mares les plus fautifs dans l'affaire. Ce sont des entreprises voyous qui ont trouvé des mares consentants pour valider leur dossier. Mais à eux, pour l'instant, on les chasse pas. Voilà. Donc, moi, je vous invite à prendre la même décision que le préfet de l'Indre qui a dit que maintenant, tout dossier qui allait être déposé sur MaPrimeRénov' devait être d'abord vu par un guichet. Eh bien, faites-le au niveau national. Merci, merci beaucoup, monsieur. Merci. Et je terminerai quand même. Merci, monsieur. Non, mais je terminerai à dire que les packs actuellement à 1 euro, on ne peut pas continuer avec les packs à 1 euro. Les gens viennent nous voir. Ils ont eu des subventions pour des chaudières à gaz il y a 3 ans. Et maintenant, ils viennent nous demander s'ils peuvent changer leur chaudière pour y mettre des packs. Veillez à vérifier les dossiers. Normalement, ils ont 20 ans à ne pas pouvoir redemander une aide. On note aussi ce point et on va vous répondre. Et comme on est... Comme nous sommes 1300 dans la salle, on va essayer de pouvoir faire circuler le micro un petit peu plus longuement. Attendez une seconde, on va déjà vous faire réagir là-dessus. Déjà, merci de nous faire part de la réalité de terrain, de votre réalité. Il y a certains points qui ont été soulevés. Valérie, peut-être, et Anne-Emmanuelle, première réaction. Alors, peut-être en première réaction, d'abord, merci pour le souhait que vous avez exprimé de continuer et l'espoir que vous continuez à mettre dans cette politique. Vous avez il y a un des intervenants qui a prononcé un mot important qui était la confiance et la méfiance.
Je pense que tout ce qu'on se dit là sur la fraude et sur la lutte contre la fraude, ça vise précisément à redonner aux ménages cette confiance dans l'ensemble du dispositif, dans le service public de la rénovation de l'habitat, dans France Rénov'. Vous avez dit, il y a quelques entreprises, il y a quelques voyous. Oui, mais cela ternisse l'image de l'ensemble du dispositif. Et donc, c'est bien contre ces quelques acteurs peu scrupuleux et frauduleux qu'on essaye d'agir à travers la lutte contre la fraude pour restaurer cette confiance et éviter effectivement le renoncement des ménages qui seraient inquiets de savoir si finalement l'entreprise à laquelle ils s'adressent ne va pas essayer de les escroquer, parce que dans les fraudes, on a évidemment les deux types de fraude. Il y a la fraude à l'aide publique, et puis il y a aussi l'escroquerie auprès des ménages. Et les 10%, c'est avéré, on en a 10%. Alors, je voulais revenir effectivement sur donc Valérie a dit 10%, par rapport à la communication qu'a fait récemment la DGCCRF. On ne va pas faire une bataille de chiffres, mais il me semble que la DGCCRF explique bien dans sa communication que les 34%, c'est parmi des dossiers contrôlés qui déjà avaient été ciblés comme potentiellement frauduleux. Donc en fait, ils avaient déjà fait un premier tamis, ils avaient retenu ce qui leur paraissait le plus susceptible d'être frauduleux, et au sein de cet échantillon, mais qui n'était pas un échantillon représentatif, on va dire. Voilà, donc je pense que quand on parle de fraude, il faut qu'on soit très prudent quand on parle de ces taux de fraude, parce que on ne parle pas toujours du même ensemble. Mais je laisserai peut-être Valérie compléter sur ces aspects-là. Qu'on a encore plein de questions. Moi, j'ai vu des mains se lever partout. On a déjà donné les micros, ça tombe bien, monsieur. Et Valérie, après, je vous laisse réagir. Oui, bonjour mesdames. Ma question s'adresse à madame la directrice générale de l'ANA, chère Valérie. Au nom de l'ensemble des membres de l'ACAD, en tant que président de Citémétrie, opérateur historique des politiques de rénovation de l'habitat, j'étais d'ailleurs à vos côtés l'année dernière sur scène à Montpellier pour témoigner de notre engagement à vos côtés à porter une politique ambitieuse. Nous souhaitons vous alerter sur la situation préoccupante de la politique de la rénovation de l'habitat privé consécutive à la suspension estivale du dispositif MaPrimeRénov' parcours accompagné, je ne reviendrai pas dessus, mais également sur les conditions de sa reprise depuis le 30 septembre. Cette situation préoccupante, elle se traduit par une perte de confiance à plusieurs échelles, à plusieurs niveaux. Une perte de confiance auprès des ménages, on peut le constater suite au tarissement notable des demandes de contact qu'on suit depuis plusieurs mois, une baisse qui est très significative et qui augure des lendemains douloureux en termes d'objectifs et en termes d'atteinte d'objectifs. Et demain, on peut l'imaginer manifestement en termes de baisse de contact concernant la cible des copropriétés, dont vous savez que les cycles et les temporalités sont plus longues. Attendez-vous à des dépôts conséquents en termes de rénovation des copropriétés. Ces dossiers-là sont préparés depuis déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, et le silence qui entoure vos réponses autour des délais, autour des budgets concernant cette cible nous préoccupe beaucoup. Une perte de confiance également au niveau des territoires via les collectivités locales et les services déconcentrés, pourtant mobilisés, parfois de manière confuse au sein des pactes territoriaux, et qui s'interrogent sur le bien fondé et la pérennité de leurs engagements. Enfin, une perte de confiance au niveau des professionnels, parmi lesquels les opérateurs de bonne foi, aujourd'hui fragilisés alors qu'ils ont investi dans la structuration de la filière. Citémétrie, que je représente particulièrement, perdra ainsi une part significative de son chiffre d'affaires, et ce, dès cette année, alors même que l'État nous a refusé systématiquement toutes nos demandes de placement en activité partielle de nos ingénieurs chargés d'opérations formés à dur coût et à dur labeur. Alors, Madame m'a dit...
Alors, Madame la directrice, notre question est simple. Afin de garantir qualité, transparence et proximité de la politique de rénovation de l'habitat, quelles sont les actions que l'ANA va engager sans tarder, sans attendre le vote du budget, pour recréer de la confiance au sein de tous les acteurs de la filière? Merci. Perte de confiance donc tous azimuts et à tous les étages. On va laisser Valérie le soin de répondre et de tout ramasser en une seule réponse par rapport à ce qu'on vient d'entendre. Travail de synthèse. Oui, travail de synthèse, je vais essayer. Il y a quand même beaucoup de choses. Donc je vais forcément prendre un petit peu le temps. Tout d'abord, m'associer aux remerciements que Anne-Emmanuelle vous a partagés. Pour voilà, le message que vous nous adressez et surtout votre présence aujourd'hui. Vous dire aussi que je comprends la colère, je la comprends parfaitement, d'ailleurs je ne suis pas la seule, je pense que tous les services qui travaillent avec moi tous les jours au siège de l'ANA le comprennent parfaitement et que voilà, ce que vous avez subi évidemment est encore plus difficile que nous parce que vous êtes sur le terrain, en contact, bien évidemment en direct, mais nous aussi ça a été des moments difficiles cette année 2025. Ce que je voudrais aussi vous dire, c'est que lorsque vous dites que la rénovation énergétique est à dose homéopathique, je pense que c'est peut-être un peu exagéré. Je vous le disais tout à l'heure, 15 milliards d'euros d'argent public posés sur la table depuis 2020 pour accompagner cette politique publique, c'est pas complètement neutre. Ça a permis de créer ce réseau. Voilà, Monsieur le Président, vous rappeliez tout à l'heure qu'on a doublé le nombre d'espaces conseils France Rénov', qu'on a doublé le nombre de conseillers France Rénov'. Je vous ai montré tout à l'heure une carte entièrement couverte de contractualisation avec les collectivités territoriales. Et c'est cet argent qui, bien sûr, majoritairement va vers les ménages pour leur permettre de réaliser des travaux chez eux, mais qui permet aussi de structurer le service public que nous sommes et ce service public de très grande qualité. Pour autant, on est bien dans un temps de contraintes budgétaires et Anne-Emmanuelle, tu nous l'as parfaitement partagé tout à l'heure, on n'est plus dans un phénomène de croissance. Demain, nous aurons le secrétariat général à la planification écologique qui viendra conclure nos journées, qui nous en reparlera. Mais ça fait partie de la contrainte et vous le savez très bien, quand on travaille dans le secteur public, les contraintes sont parfois extrêmement fortes et nos métiers deviennent particulièrement exigeants à ce moment-là. Là, en revanche, ce que j'apprécie énormément dans vos propos, quel que soit celui qui les a prononcés, c'est la proposition d'intelligence collective. Et bien évidemment qu'on va ramasser à l'issue de cette plénière d'ouverture l'ensemble des propositions que vous avez écrites, mais on va en discuter tout au long de ces 2 journées et je suis à votre disposition pendant tous les temps de pause et entre ateliers et ce soir au moment du dîner pour approfondir. Et pour pouvoir effectivement faire évoluer cette politique publique. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en place? Vous répondre tout de suite à l'instant. Premièrement, c'est écoulement des stocks dans les meilleures conditions possibles. L'ANA s'est mobilisée à la demande de l'État dès le printemps dernier pour mettre à disposition des services déconcentrés qui étaient dans ces situations particulièrement difficiles en matière d'instruction pour pouvoir les aider et pour leur permettre d'aller plus vite. Lié à ça, évidemment, il y a des questions budgétaires. 2026, on vous l'a dit, on ne va pas vous faire de fausses promesses ce matin alors que le PLF est en cours de discussion en ce moment en Conseil des ministres. En revanche, la réserve nationale et les réserves régionales, tout ce qui est évidemment à notre disposition pour finir l'année dans les meilleures conditions possibles. Des instructions ont été envoyées hier aux services de l'État et notamment donc au DREAL pour leur permettre effectivement de rester sur 2 priorités majeures qui ne répondront pas à tous les besoins dans tous les territoires, c'est évident. Je ne vais pas paraphraser parfaitement ce que Suzanne Broly nous a partagé ce matin dans le cas spécifique de l'Eurométropole de Strasbourg. Ça ne répondra pas à tous les besoins, mais nous avons mis la priorité sur les copropriétés et sur la rénovation énergétique. Et de façon à ce que les dossiers soient le mieux traités possible et surtout avant la fin de l'année et qu'on ait le moins de stock possible, mais nous en aurons quand même.
En ce qui concerne autre élément, puisque vous me demandez de dire qu'est-ce qu'on va mettre en place, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse. Je cherche des yeux notre directeur de la communication. Je ne le trouve pas, mais je sais qu'il n'est pas loin. Il est là. Nous sommes contraints budgétairement, donc nous sommes contraints aussi sur nos actions de communication. Et je pense, Martin, que nous avons à inventer quelque chose au travers des réseaux sociaux et au travers de ce qui se passe dans les territoires pour redonner confiance et rappeler que ce service public France Rénov existe et qu'il est là. Et bien évidemment, je le citais tout à l'heure, et merci monsieur de l'avoir rappelé, le préfet de l'Indre, effectivement, a décidé que les dossiers qui étaient traités devaient passer d'abord par l'espace Conseil France Rénov de son territoire. Et puisque je parle des espaces Conseil France Rénov, il faut qu'on travaille avec vous pour réfléchir à comment on fait évoluer vos missions. Et c'est ça qui aussi permettra de maintenir l'engagement des collectivités territoriales, parce qu'au fond, on a fait une expérience depuis 2020, avec un enrichissement à compter de 2024. On en voit bien aujourd'hui les forces, mais aussi les faiblesses. Et c'est grâce à ce que nous avons construit que l'on ne peut qu'améliorer. Et c'est là-dessus que je souhaite pouvoir travailler avec vous. Et puis, vous dire deux choses. Parce que vous avez cité des acteurs avant que de parler des accompagnateurs. Rénov. Premièrement, vous avez dit qu'on avait tapé sur les doigts de la DREAL Occitanie. Alors je vous le dis tout de suite, à l'ANA, on ne tape jamais sur les doigts des services déconcentrés de l'État, parce que sans eux, on n'existerait pas, tout simplement. Simplement, on les a mis en garde. On les a mis en garde parce que je vous l'ai dit tout à l'heure, la fraude est organisée par des écodélinquants qui sont aussi professionnels que nous et qui sont très 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 bien accompagnés par des conseils. Et donc, il y avait un certain nombre de décisions qui n'étaient pas sécures au plan juridique et qui nous auraient fait perdre en contentieux. Depuis, une loi a été votée et bien évidemment que si la question était reposée aujourd'hui, les choses seraient différentes. Et pourquoi est-ce que nous-mêmes, au niveau national, nous avons organisé la commission des sanctions la semaine dernière pour être sécurisés aussi, parce que dans certains textes, avec tout le respect que je dois à l'État, oui, bien entendu, rien n'est parfait en ce bas monde. Et dans certains textes, nous avions quelques failles qui, effectivement, mettaient en risque certaines décisions, et notamment certaines décisions de sanctions. Deuxième chose, bureau de contrôle Veritas, pas parfait, je suis d'accord avec vous, mais il s'améliore, c'est pas parfait. Mais il s'améliore, et là aussi, nous sommes preneurs de toutes les suggestions que vous pouvez nous faire pour permettre la prise de contact, pour permettre une meilleure prise en considération des travaux. Et d'ailleurs, à ce titre-là, je voulais vous dire qu'au niveau national, dans l'instruction, nous avons aujourd'hui gradué, en fait, les retours de contrôle sur place que fait ce bureau de contrôle, de façon à ce que nos décisions soient moins blanches ou noires. Enfin, vous voyez, oui ou non, mais qu'il y ait évidemment une appréciation beaucoup plus ajustée en fait de ce qui nous remonte de ces contrôles. Et puis enfin, DocaPost. DocaPost, ce ne sont pas des professionnels, bien évidemment, de l'habitat, de l'immobilier, des travaux. Mais ils font un service de qualité et on ne peut pas, vous voyez, non, ils font je vous assure, ils ne font pas le même service que vous. Si vous voulez comparer DocaPost à ce que nous faisons au sein du service public France Rénov, bien évidemment qu'il y a un écart. Mais sincèrement, on ne peut pas juste, vous voyez ce que je veux dire DocaPost, ça ne marche pas, c'est nul. C'est juste pas possible. Rien n'est parfait dans ce bas monde, il y a une amélioration, et je parle sous le contrôle de mes équipes que je vois en face. Tout ce qu'on a apporté comme appui au service déconcentré de l'État, on l'a fait à la fois avec les moyens du siège, mais aussi avec DocaPost. Et c'est ça qui permet d'écouler nos stocks. Donc vraiment, ne soyons pas caricaturaux, si vous me permettez l'expression. Soyons beaucoup plus mesurés. Et là encore, tout ce que vous pouvez nous demander, tout ce que vous avez à nous suggérer pour améliorer, bien évidemment qu'on passera le message et bien évidemment que dans les échanges que nous avons avec ce prestataire, nous avancerons. Et enfin,
Pardon Fanny, je suis Non, mais vous avez pris des notes, tous les points sont balayés. Je veux parler des accompagnateurs Rénov', je veux parler de tous ceux qui font de l'accompagnement, bien évidemment, entre les courbes de la planification écologique qui nous promettait voilà, une croissance très très forte sur la rénovation d'ampleur. On est évidemment, compte tenu du contexte budgétaire, dans une situation beaucoup plus difficile, et beaucoup plus difficile pour eux notamment. Et je veux leur assurer, les assurer de tout notre soutien, ça ne suffit pas, mais de tout le travail surtout que l'on fait avec l'État et notamment avec la DHUP. Et je veux remercier certaines têtes de réseau qui ont pris les choses à bras le corps et qui nous ont adressé un courrier, comme on l'avait suggéré, pour que l'on puisse faire bouger certaines lignes, notamment par rapport à ce que vous sollicitez, parce que lorsqu'on met évidemment des acteurs économiques sur des trajectoires très fortes et que ces trajectoires ne sont pas au rendez-vous, forcément, il y a des sujets économiques et il y a des sujets à gérer qui relèvent de ressources humaines indispensables et il faut effectivement qu'on puisse travailler sur ces questions avec le ministre, évidemment avec Bercy, avec le ministère de l'économie et des finances notamment, et le fait que, je vous le disais tout à l'heure, nos 4 tutelles sont dans la salle aujourd'hui, c'est une très bonne chose car ils vous ont entendu. Mais levez les mains peut-être, comme ça on va vous voir. Sont où les 4 tutelles? Non, parce que les échanges vont se poursuivre à l'extérieur des salles tout à l'heure. Il ne faut pas les stigmatiser. L'essentiel, c'est qu'ils soient là. Non, l'essentiel, c'est qu'ils soient là et qu'ils entendent, parce que c'est très important. Bien évidemment, une politique publique, je vais le dire comme ça, une politique publique, c'est entre ce qui se décide au niveau national et bien évidemment entre ce qui se met en œuvre au niveau opérationnel sur le terrain. Et c'est ça qui en fait toute la richesse, c'est quand on est parfaitement articulé entre les deux. Et la bonne nouvelle du jour, l'excellente nouvelle, c'est que les échanges vont pouvoir se poursuivre tout au long de cette journée, en dehors de cette salle, parce que vous êtes mobilisés. Valérie, vous serez là tout au long de la journée et à l'écoute, évidemment, pour le cocktail, mais aussi à différents moments de la journée. Vous ne bottez pas en touche, vous ne bottez jamais en touche. Et on va pouvoir aussi profiter d'un petit cocktail déjeunatoire, parce que j'imagine que vous avez très faim. Et n'hésitez pas à monter au créneau comme vous l'avez fait et à vous exprimer de la même manière. Merci beaucoup. Merci à vous.